Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun, le balado pour contrer l'individualisme et proposer une solution concrète, les communs. Chaque semaine, je reçois une personne dont le récit m'a inspirée et qui présentera un commun, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'unissent autour de valeurs d'entraide et de solidarité, qui mettent en commun leurs ressources et qui prennent les décisions collectivement. Parce qu'un monde meilleur, ça existe déjà. Vivre avec ses amis dans une immense maison, divisée en appartements, avec un grand sous-sol qui relie tout le monde, où les 10 enfants peuvent jouer et grandir ensemble sur le grand terrain bordé par une forêt. Cohabiter, s'organiser des repas collectifs, se séparer les tâches habituelles du foyer et de l'entretien du terrain, en ayant du plaisir, au lieu de tout faire tout seul chacun de son côté. C'est le pari qu'ont fait des amis en achetant ensemble une propriété près de Trois-Rivières, qu'ils ont appelée Écolution. Avec François dans cet épisode, on parle du plaisir au quotidien, des chicanes qui finissent bien, de rester proche de ses amis même après avoir fondé une famille, de faire sa propre bière et d'être la meilleure version de soi-même. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute. François Bissonnette, merci de me recevoir chez toi. Merci à toi. François, tu travailles en création de programmes dans le domaine du plein air. Tu as 33 ans et tu habites dans un cohabitat dont on va parler aujourd'hui dans notre entretien. Mais avant, François, pour ma première question, j'aimerais te demander quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Bien, bonjour Stella. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Pour les valeurs, je te dirais que le partage, ça serait la première que je te dirais dans ce contexte-ci. Puis ben ça tombe bien parce que c'est une des raisons de l'existence de ce projet-là. Mais si j'avais t'en nommer quelques-unes, je dirais le partage, je dirais le plaisir, puis je pense que j'irais avec la passion. On va pouvoir reparler de tout ça, je pense, dans notre discussion, parce que justement, tu habites ici à Écolution, un cohabitat de 20 personnes, 10 adultes, 10 enfants, en banlieue à Trois-Rivières. Je dis en banlieue, mais on s'y sent vraiment à la campagne avec la forêt en arrière du bâtiment, tout l'espace dans le jardin. C'est vraiment un chouette endroit. Puis, est-ce que tu peux nous dire, c'est venu d'où l'idée de ce projet de vivre tous ensemble? Le projet a commencé quand j'habitais avec Simon puis Gabriel, qui sont deux des membres du projet ici. On a été colocs à un moment donné, les trois ensemble, puis on a vraiment eu du fun à habiter ensemble. Je pense que pour tous les trois, habiter avec des gens qu'on aimait, c'était important, du jeune dans nos vies. Puis il y a un moment où on s'est dit, il me semble que ça serait le fun de continuer à habiter ensemble. T'sais. Puis à ce moment-là, on en parlait, puis on parlait beaucoup aussi des enjeux de société qu'il y avait, du surconsommation, puis tout ça. Puis quand on en a parlé les premières fois, peut-être en 2013-2014, c'était ça qui tournait autour, tu sais, à pouvoir partager des objets, pouvoir partager des tâches, tout ça, puis aussi le plaisir de pouvoir habiter ensemble. T'sais. Ça, c'est vraiment les balbutiements du projet, mais cette idée-là a évolué au fil des années quand les deux gars ont eu des copines, ont eu des conjointes, tu sais, puis là, c'est l'idée après ça d'avoir un endroit plus optimal, un meilleur endroit pour pouvoir élever des enfants. C'est que ça, c'est vraiment le début du projet. À ce moment-là, moi, ça ne me concernait pas vraiment parce que je n'avais pas d'enfants puis je n'avais pas encore de projet de famille sur la table, mais c'est comme ça que c'est vraiment parti. Puis, il y a un moment où Gabriel puis Fanny, sa conjointe, se sont dit, nous, ce projet-là, on en parle depuis longtemps ensemble, on veut vraiment que ça se passe. Si on a envie que ça se passe, il va falloir qu'on porte des actions, qu'on engendre quelque chose. Ils ont rassemblé un peu le monde à qui on avait parlé, à qui avait mentionné qu'il y avait de l'intérêt. Puis, on a eu une première rencontre 2017-2018 dans ce coin-là. Une fin de semaine, on est allé chez Fanny puis chez Gabriel, puis on a fait un petit brunch. On s'est rencontrés, puis on a discuté un peu de où est-ce qu'on en était dans ces réflexions-là, puis si vraiment on était intéressé de faire ça, pourquoi est-ce qu'on le ferait? Ça a été vraiment le début de ce projet-là, ça a été de s'asseoir puis de déterminer ce qu'on voulait d'un projet de ce genre-là, si vraiment ça finissait par atterrir un jour ou l'autre. Là. C'est vraiment cool. Donc, c'est vraiment l'idée d'être une gang d'amis qui ont envie de continuer à vivre ensemble. Beaucoup de personnes pourraient entendre ça et se dire « Oui, mais on a tous été jeunes, on a tous vécu en colocation, puis c'est utopique d'imaginer qu'après, on peut continuer à vivre de cette manière-là. » Habituellement, je pense que les gens fondent leur famille, vont vivre chacun de leur côté, s'isolent aussi. Toi, tu es ici avec ta blonde Célia, vous avez eu votre bébé il y a 3 mois. C'est comment d'être un parent, d'être un couple, puis de vivre dans une communauté?
Au moment de cette rencontre-là qu'on a eue en 2018-2017, j'avais pas de conjointe là, le moment de la première rencontre. Puis il y avait des éléments qui sortaient chez les autres que moi, j'avais pas nécessairement en tête, mais je sais que ce qui sortait beaucoup, c'était l'idée que la conception de la famille nucléaire ou ma maison, mon auto, ma piscine, toutes mes petites affaires, ça convenait pas à tout le monde autour de la table. Tu sais, personne ne souhaitait vraiment avoir ça. Puis, c'est un peu la réalisation que dans un couple, ben, c'est difficile d'occuper toutes les chaises, d'occuper tous les rôles en même temps, d'être le confident, le psychologue, le meilleur ami, l'humoriste, le comptable, tu sais, tout ça. À un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup de pression sur chacun des individus. Puis, c'était pas à ça qu'on aspirait, c'est pas ça qu'on cherchait. On cherchait un peu à pouvoir avoir un peu plus d'espace pour shiner, si je peux dire, être bon dans ce qu'on est bon, puis pas nécessairement devoir devenir excellent dans des affaires qui viennent moins naturellement. Fait que, tu sais, être une famille ici, c'est ça au final, tu sais, c'est être capable de compter les uns sur les autres pour les trucs qui viennent moins naturellement, pour lesquels on est moins bon, mais c'est aussi avoir des opportunités de mettre vraiment en valeur ce que tu aimes, puis ce qui te rend fier, ce que tu fais bien, tu sais, au final. C'est que c'est vraiment ça, c'est un des trucs qui est le plus chouette ici, c'est que il y a vraiment l'occasion de mettre de l'énergie, de mettre des efforts dans les choses qui te rendent fier de toi, tu sais, puis de faire profiter un peu tout le monde. Ouais, puis j'imagine que ça permet dans ton quotidien de ne pas que être dans ton rôle de conjoint et que dans ton rôle de papa et que dans ton rôle d'employé de ta job. Ouais. Ça te permet d'être en fait beaucoup plus, puis d'aller explorer plus d'aspects de ta personnalité aussi. Puis hier, quand on en discutait, tu m'as dit un truc qui m'a frappée. Tu m'as dit, vivre en collectivité, c'est constamment être en tout cas, tendre à être la meilleure version de soi-même. Puis même au sein de ton couple aussi, est-ce que tu veux élaborer là-dessus? Ouais, ben, j'ai l'impression que le fait d'avoir des gens près de toi toujours, tu sais, près de ton intimité, parce que ça reste que la manière dont on s'est organisé ici, on a tous une bulle, on est tous capables d'être chez soi, puis de se sentir chez soi, puis de pas toujours se sentir à l'intérieur d'un groupe, puis constamment avec des gens. On est capable de s'isoler, mais le fait d'avoir des gens toujours près de toi, ça te force un peu à être meilleur parce que ben, le regard des autres, c'est vraiment difficile de l'ignorer, tu sais. Puis, je pense que d'un côté, tu as le regard des autres, puis tu te dis ah, j'ai envie de bien faire parce que les gens me regardent, tu sais. Puis de l'autre côté, tu vois tout plein de vraiment bons exemples autour de toi, puis tu te dis hey, lui, il fait quelque chose de vraiment bien. Je pense à Simon puis à Pilou qui sont des travaillants extraordinaires, tu sais, puis qui sont toujours en train de bricoler quelque chose dans la maison, tu sais. Puis là, juste de les voir toujours en train de bricoler, ça te donne un peu le goût de dire hey, moi aussi, il y a des affaires que je pourrais faire, tu sais, qui bénéficieraient tout le monde, tu sais. Puis quand tu te réveilles le matin, puis il y avait telle porte qui fermait pas, puis là, d'un seul coup, elle est réparée comme un peu par magie parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit hey, moi, je suis tanné de la voir comme ça, je m'en occupe. Ben, ça te donne un peu, toi aussi, d'avoir cet impact-là, tu sais. Puis, je pensais aux deux gars, mais tu sais, il y a plein d'exemples ici. Tu sais, Audrey-Anne qui est tellement careful avec tout le monde, puis qui prend vraiment le temps d'écouter comment les gens vont, puis tu sais, qui prend son temps pour s'assurer que les gens aillent bien, puis soient entendus, puis tout ça, ça te donne le goût d'être comme elle un peu, puis d'avoir cette influence positive-là. Tu sais, je pense que c'est ça. Tu sais, habiter avec autant de personnes, ça fait ressortir le meilleur de chacun, puis ça te pousse aussi, toi, à devenir meilleur, puis à t'inspirer un peu de toutes les belles choses que le monde font autour de toi. C'est clair que c'est un fort moteur, en tout cas pour moi. Tu sais. Tu nommes le fait que chacun peut apporter des choses tellement positives. Tout le monde a un rôle à jouer. Un des rôles que tu remplis est vraiment chouette. T'es brasseur de bière pour la communauté. Ouais. Mais ouais, ça fait une dizaine d'années peut-être que je brasse de la bière à la maison. Puis c'était une des affaires que j'avais vraiment hâte d'amener en gang parce que là, j'habitais en coloc. J'avais des colocs, je brassais de la bière pour les colocs, puis c'était le fun. Tu sais, on a fait notre lot de parties, puis tout ça, puis on a eu du fun. Mais à un moment donné, je me suis ramassé à habiter avec ma copine, tu sais, puis là, on avait des fois beaucoup de bière à boire à deux. On invitait des amis pour boire la bière, mais en arrivant ici, je me disais, ça va être vraiment le fun. Je vais pouvoir partager ça à tout le monde. Puis quand je brasse, ça me prend 5-6 heures dans la journée, plus après ça, mettre la bière dans les fûts, puis ça, faire le nettoyage, puis toute la planification des recettes, ça me prend du temps faire ça.
Mais à chaque fois, j'ai l'impression que c'est comme une de mes contributions que je peux apporter à tout le monde. Puis, tu sais, c'est vraiment le fun, là. Les gens qui boivent de la bière autour de la piscine, puis qui disent, ah, c'est bon, tu sais, c'est le fun, tu sais. Puis je pense que tout le monde est content quand il y en a. Puis même le fois, le monde sont comme, ben là, Frank, quand est-ce que la prochaine arrive, là? Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. C'est que, tu sais, c'est des petites affaires comme ça que tout le monde peut contribuer. Puis ce genre de projet-là, il me permet de vraiment mettre ça au profit de tout le monde. Tu sais, bon, le brasser de la bière, c'est vraiment pas une nécessité. Personne n'a besoin d'avoir un verre de bière dans les mains tout le temps. Puis je ne recommande pas d'avoir un verre de bière tout le temps dans sa main. Mais tu sais, on a des fois des trucs qu'on aime faire. On a des passe-temps, tu sais, qu'on aime faire, mais que tu n'as pas nécessairement l'opportunité de le faire tout le temps. Ou tu sais, t'as pas, si je brasse de la bière tout le temps, à un moment donné, je vais l'acheter parce que je la boirai pas, tu sais. Mais avoir plein de monde autour comme ça, ben, ça me fait me sentir valorisé, de dire, ah, ben, j'ai ce petit talent-là que je peux mettre au profit de tout le monde. Puis c'est le fun, tu sais, c'est juste, t'as une occasion de plus d'être valorisé, puis tu te sens utile, puis je pense qu'on a besoin de ça dans notre vie, d'avoir des opportunités de se sentir utile, puis de se sentir apprécié pour ce qu'on fait. C'est que c'est pas grand-chose brasser de la bière, tu sais, mais c'est le fun de pouvoir en faire profiter tout le monde, tu sais. Puis ça touche une de tes valeurs fondamentales que tu as nommées au début, qui était la boisson, le plaisir. Là. Ah, OK, oui. Oui, le plaisir, c'est ça. La boisson, tu l'avais pas dit au début. OK, ouais. Si tu veux, tu peux corriger non, ta première réponse. Est-ce que tu as l'impression d'avoir plus de temps? Parce que je pense que des fois, les gens qui peuvent entendre parler de cohabitat peuvent se dire, mais voyons donc, c'est encore plus de tâches, c'est encore plus d'organisation. On va y revenir, mais vous faites un budget annuel par rapport à tout ce que vous pouvez accomplir comme projet dans l'année. Vous avez des réunions aussi pour discuter de différents enjeux, de différents projets, de différentes idées. Des gens qui nous écoutent pourraient se dire, j'y arrive déjà pas entre ma job, ma famille, prendre soin de mon terrain, de ma maison. Comment est-ce que je pourrais encore plus ajouter des choses à faire dans mon emploi du temps? Mais là, de ce que tu me racontes et ce dont on parlait hier, bien en fait, le fait de vivre ensemble t'apporte, toi, le temps d'aller brasser ta bière, t'apporte du temps d'amener du social dans ton quotidien. As-tu l'impression que tu as plus de temps que si tu vivais dans ta famille nucléaire avec ta maison, ta famille, tout ça dans ton coin? J'ai surtout l'impression d'avoir plus de temps à mettre de l'énergie dans ce que j'aime plus faire. Tu sais, c'est que je suis pas obligé de faire des compromis sur tout. Si je suis tout seul dans mon couple, tu sais, ou si je suis tout seul à la maison, il faut que je m'occupe de tout. J'ai pas personne d'autre pour le faire si moi je le fais pas. Puis j'ai l'impression qu'en habitant comme ça à plusieurs, ben c'est que il y a certaines tâches, il y a certaines choses qu'on doit faire que certaines personnes s'intéressent plus ou ça te dérange moins de faire. C'est qu'on peut vraiment se le séparer en fonction de ce qui nous intéresse ou ce qui nous dérange moins. Tu sais. Je donne souvent cet exemple-là. Depuis que j'habite ici, je pense que j'ai jamais été porter les poubelles sur le bord du chemin parce que, ben, d'un, c'est le genre d'affaires que j'oublie tout le temps. Puis, de deux, il y en a d'autres qui c'est plus facile pour eux de s'en souvenir, mais on n'est pas là à compter chacune des tâches qu'on fait. Puis tout ça, ceux qui pensent que ça ne dérange pas, ils le font. Puis il y a d'autres tâches que moi, je sais que je fais puis qu'il n'y a jamais personne d'autre qui fait, tu sais, parce que c'est des trucs importants pour moi, c'est des trucs que j'aime mieux réaliser. C'est que j'ai l'impression que non, ça ne me rajoute pas une charge de plus, parce que tout ce qu'on fait ici, j'ai l'impression qu'on le fait formellement ou informellement dans un couple ou dans une maison. Si tu es tout seul, c'est tous des trucs qu'il faut que tu fasses. Tu fais probablement un genre de budget à un moment, tu détermines un peu les tâches que tu fais dans ton année, ce que tu veux accomplir dans ta maison, ce que tu veux réaliser autour, tout ça. Mais c'est juste que nous, on est capable de le séparer, puis j'ai pas toute la charge mentale de tout devoir faire moi-même ou de tout devoir faire avec ma blonde, puis de devoir faire des affaires qui m'énervent, que j'aime vraiment pas faire. Il y a beaucoup de ces trucs-là il y a d'autres personnes que ça énerve beaucoup moins, puis eux sont corrects de faire, puis il y a des affaires que moi je fais pour eux qu'ils ont vraiment pas envie de faire. C'est que tu te ramasses au final à faire plus de trucs qui te dérangent pas ou plus de trucs que t'aimes. C'est que la vie paraît juste vraiment moins lourde, puis vraiment, vraiment moins pénible au final. Toi, tu es très reconnaissant qu'elle le fasse, puis cette personne-là est reconnaissante que tu brasses de la bière, que tu fournisses à tout le monde. Donc, en fait, chacun y retrouve son compte. Ben oui, exactement. Puis je pense que tu as un plus haut niveau de reconnaissance pour quelqu'un qui fait une tâche que toi, tu n'aimes vraiment pas faire, puis la faire à ta place. Tu es comme, merci tellement de le faire. Ouais. C'est comme, versus si je le fais, si je suis avec ma blonde tout seul, puis c'est moi qui le fais, elle s'attend à ce que je le fasse parce que on se l'est divisé comme ça, puis c'est comme ça. Mais c'est vrai que des fois, en couple, il y a des choses qu'on prend pour acquis. Exact. Ben, ça, c'est mes tâches, ça, c'est les tâches de l'autre. Puis au bout de 2, 3, 4, 5 ans de vie commune,
tu finis par plus forcément dire merci à l'autre personne de faire ces choses-là. Donc, c'est cool d'avoir cette reconnaissance-là puis cette valorisation-là en communauté. On discutait hier aussi de la manière de gérer des conflits dans le couple et de gérer des conflits dans la vie collective. Et tout ce que tu me nommes depuis le début, c'est comme une espèce de cercle vertueux où plus tu fais bien les choses et mieux tu communiques, plus tu es encouragé à le faire parce que c'est bien vu et on est donc la meilleure version de nous-mêmes un peu tout le temps. Donc, on évolue là-dedans. À 10 adultes qui partagent un grand terrain et comment dire, un grand lot de différents appartements ou D'unités, on appelle ça des d'unités. unités. Ouais, vous appelez ça des unités. Ouais. Comment est-ce que vous gérez les potentiels conflits? Oui, on a plusieurs mécanismes en place. C'est que le premier truc qui est comme un peu notre outil de prévention de conflits, c'est ce que nous, on appelle les cercles d'empathie. De ce que je comprends, ça provient un peu de la CMV, de la communication non violente, mais nous, on a pris le terme parce qu'on l'a entendu à un moment donné, mais on n'est pas formé là-dedans. C'est vraiment quelque chose on a pris le terme puis on en a fait notre propre truc, tu sais. Mais c'est des moments qu'on se donne normalement une fois par mois. L'idée, c'est qu'on se rencontre souvent un matin, on brunch ensemble, tu sais, puis c'est un moment de communication. C'est un moment où on essaie d'être le plus possible à cœur ouvert, le plus possible dans l'écoute, le plus possible sans jugement. Puis c'est le moment où on peut communiquer des trucs qu'on porte ou qu'on commence à porter. C'est que souvent, ça commence avec un petit tour de table où on dit un peu où est-ce qu'on en est, comment on va, tu sais, si on est stressé, si on est content, si on est anxieux, tout ça. Puis après ça, des fois, il y a des thèmes qui sont choisis préalablement en disant aujourd'hui, on va parler de telle chose, de tel événement ou de tel truc. Puis des fois, c'est complètement libre. On dit, il y a quelqu'un qui veut partager quelque chose. Puis souvent, les gens vont prendre la parole puis parler d'enjeux qu'ils ont, d'éléments qu'ils veulent communiquer en disant si ce qu'ils veulent faire, c'est juste communiquer quelque chose à quelqu'un ou au groupe sans avoir de réponse, sans avoir de discussion autour, juste le dire parce qu'ils le portent puis ils veulent se l'enlever un peu des épaules. Des fois, les gens disent « Ah, j'ai vécu tel enjeu ou je vis tel enjeu. J'aimerais savoir votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des trucs pour moi. » Des fois, c'est ce qu'on demande. Avant même de dire Ouais. qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur, les gens nomment leurs attentes. Exactement. Exactement, parce que nous, on a réalisé que c'était un des enjeux souvent. On communiquait quelque chose, puis là, les gens se mettaient, la roue commençait à tourner, puis là, on recevait des conseils, on recevait des trucs, on recevait des opinions, puis le monde donnait leur point de vue, puis c'était comme, ah, attends, c'est pas ça que je voulais, tu sais, au final, je voulais juste, je portais quelque chose que je trouvais lourd, que je voulais partager pour me libérer un peu de ça. Je voulais pas nécessairement que tout le monde mette son grain de sel là-dedans. Je voulais juste en parler. Je suis pas prêt à trouver une solution. Je suis pas prêt à ce qu'on règle ça maintenant. Je voulais juste le communiquer. Puis des fois, c'est juste le communiquer. J'aimerais ça qu'on reprenne un autre moment pour trouver... Plus tard. Ouais, plus tard, dans un autre contexte, qu'on trouve un autre moment pour le régler. Mais les sacs d'empathie, ça a vraiment servi pour nous à désamorcer beaucoup de trucs avant que ça devienne une source de chicane ou une source de conflit, ou tout ça, c'est avant que ça grandisse. L'idée, c'était vraiment qu'on essaie d'éliminer le plus possible les crottes sur le cœur, qui grandissent, puis à un moment donné, qui explosent, puis là, ça fait une grosse affaire, ça fait une grosse histoire qui est vraiment plus dure à régler, puis là, t'es émotif, c'est que là, tu vas trop loin dans tes paroles, puis là, tu blesses, puis là, c'est comme... Ouais. T'avais un tout petit feu, puis ça devient un immense incendie parce que t'as tellement attendu avant de l'éteindre, tu sais. Ça, c'est à quelle fréquence? On essaie de le faire une fois par mois. Okay. On essaie de le faire. Puis là, avec les années, on a essayé de développer différentes modalités de ces cercles d'empathie-là. On a essayé en plus petits groupes parce qu'il y a certains qui, tu sais, moi, m'exprimer en grand groupe, je trouve ça intimidant. Puis je trouve pas que je suis aussi à l'aise de le faire versus si on est moins, c'est qu'on a essayé des plus petits groupes. On a essayé de le faire sous forme de jeu. Dernièrement, on a pris un ballon, puis là, on a décidé de poser des questions à tout le monde, puis on posait une question, puis on envoyait le ballon à quelqu'un qui essayait de répondre. T'sais. Fait que c'est une façon pour nous de communiquer. Selon le niveau de conflit, j'imagine que le ballon est envoyé avec plus ou moins de force vers la personne. Ouais, des fois, ça ressemblait à du ballon chasseur. Mais non, pas du tout. Non, c'est des moments pour nous de communication, c'est des moments aussi pour nous d'essayer de faire tomber des barrières, d'essayer d'être plus intime, d'être plus à l'aise les uns avec les autres. Je pense que dans le meilleur des mondes, on n'aurait même pas besoin, selon moi, de cette mécanique-là, où on pourrait, si on a quelque chose, on serait à l'aise d'aller voir la personne, puis juste de communiquer, de l'engendrer, puis de dire « Hey,
je veux te parler de ça. Je veux pas nécessairement avoir ton avis, je veux juste te le dire, puis on se trouvera un autre moment pour en parler parce que je suis au courant que si je te dis quelque chose d'émotif, tu vas avoir envie de répondre toi aussi. Mais pour l'instant, je veux juste te le dire, puis on se trouvera un autre moment pour en parler, puis tout ça. Ouais, Mais ouais. je pense qu'on pourrait éventuellement arriver à ce genre de communication-là. Donc, les Mais cercles d'empathie, c'est surtout quand quelqu'un veut amener un sujet qui concerne l'ensemble du groupe ou en tout cas quelques personnes. ouais, ou des fois, c'est une personne seulement, tu sais. Mais Mhm. quand c'est d'une personne à une autre et qu'il y a un conflit, vous avez aussi, vous êtes en train de mettre sur place une espèce de mécanisme de médiation. Ouais, on a lancé plusieurs idées qu'on explore un peu les différentes solutions, mais là, dernièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, très concrètement, Gabriel puis moi, on a eu un accrochage à un moment donné, puis on a réalisé qu'on avait des crottes sur le cœur qu'on n'avait pas partagées depuis un moment, puis on s'est dit, hey, faut qu'on en jase. On peut pas laisser ça aller. On peut pas juste continuer nos vies comme si de rien n'était. Il faut qu'on adresse ces enjeux-là qu'on n'a pas été capable encore de se communiquer. Et qu'on a choisi quelqu'un dans la gang, qu'on voulait qu'elle soit là pour une discussion qu'on allait avoir. Puis on s'est dit initialement, on va peut-être avoir une discussion avec elle, puis une discussion sans elle, puis voir comment ça avance. Puis on a proposé Audrey-Anne, tu sais, que lui et moi, on s'est entendu pour dire qu'Audrey-Anne pourrait être une bonne personne. On lui a demandé, elle a accepté. On s'est trouvé un matin ou un après-midi, je me souviens plus. Puis on s'est pris comme 1 heure et demie, puis on a essayé d'adresser les enjeux, ce qu'on avait sur le cœur, ce qu'on n'avait pas réussi à se communiquer l'un l'autre depuis les dernières années, puis tout ça. Avec les médiateurs, médiatrices, c'est un mécanisme qu'on essaie de trouver, là, qu'on essaie de jongler avec pour essayer de régler surtout des enjeux un à un, où on n'a pas nécessairement besoin que le groupe se prononce là-dessus. On n'a pas nécessairement. C'est pas quelque chose qui concerne le groupe. C'est quand c'est du un à un comme ça, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place pour l'instant. J'ai quelqu'un qui sert juste un peu d'une présence. Mais j'adore ça Ouais. parce que même si la médiatrice ou le médiateur ne dit rien, le seul fait de devoir gérer une chicane en sachant que quelqu'un nous observe et nous écoute, Exact. on essaye vraiment de pas avoir l'air d'être la source du problème dans la situation, puis on essaye vraiment d'être la meilleure version de nous-mêmes. C'est comme un peu comme la thérapie de couple, dans le fond. Ouais, exactement. C'est juste une présence qui est là, tu sais. Des fois, tu te retrouves face à face avec quelqu'un, vous êtes les deux, puis tu te permets un peu plus de te laisser emporter, de hausser le ton, d'être un peu plus agressif dans Mais la là, tu vas manière. avoir tu sais. l'air d'être la personne la plus vertueuse dans la chicane. Là, t'as quand même quelqu'un qui te peu. regarde. Un peu. Puis cette personne-là aussi peut intervenir. Tu sais, Audrey-Anne, pour cette situation-là en particulier, comme j'étais là, je peux en parler, tu sais, mais on y avait dit, on sait pas trop comment est-ce qu'on veut que tu interviennes. Si tu as des questions, si toi, tu sens qu'il y a des précisions qui pourraient être ajoutées, pose-nous des questions, puis peut-être qu'on va te solliciter pour avoir ton avis sur un enjeu sur lequel on n'est pas capable de défaire le nœud, tu sais. Mais finalement, elle a posé des questions, puis des fois, elle a essayé de reformuler certaines choses qu'on disait. Si je comprends bien, c'est ça que tu veux dire, tu sais. Puis finalement, tu sais, on s'était dit qu'on aurait peut-être besoin de 2, 3, 4 rencontres, puis après cette heure et demie-là à discuter, Gabriel et moi, on a comme fait, hey, you know what, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a réussi à déchiffrer un peu ce qu'on comprenait pas de l'autre, ou on a réussi à nommer des trucs qu'on voulait dire à l'autre depuis longtemps, tu sais. Puis finalement, on s'est dit que pour l'instant, c'était suffisant, qu'on n'avait pas besoin de se refaire une autre rencontre avec ou sans médiateur. Mais cette possibilité-là qu'on a en groupe de se dire, hey, j'ai quelque chose que je veux dénouer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir pour nous aider à dénouer ça avec un œil complètement extérieur? Puis cette bienveillance-là de juste être là puis de dire je veux vous aider tous les deux, j'ai pas de parti pris, tu sais, j'ai intérêt à ce que vous vous entendiez bien parce qu'on habite ensemble. Ben je pense que c'est vraiment quelque chose de chouette là, tu sais, qu'on a mis en place. C'est nécessaire, j'ai l'impression là. Ça me paraît être une très bonne idée. Est-ce que tu peux me dire ce que ça signifie les communs pour toi? Ça peut être une définition ou simplement la manière dont ce concept-là résonne avec toi? Ben, je connaissais le concept des communs avant qu'on se rencontre parce que j'ai un ami qui a fait sa maîtrise là-dessus, c'est que lui m'en a parlé, mais je suis loin d'être un expert du concept en soi. Mais si tu me dis les communs, ben pour moi, c'est de mettre ensemble ce qu'on a. C'est aussi simple que ça. C'est de mettre ensemble ce qu'on a, autant en termes de ressources matérielles que de ressources émotives ou de savoir-faire, de savoir-être. Tu sais, partager ce que tu as. Autant pour éviter d'avoir des duplicats de matériel, avoir en double des affaires que tu pourrais avoir juste une fois parce que qui utilise une mijoteuse à tous les jours, tu sais, personne, tu sais, c'est que autant ça prend de la place. Puis ça prend de la place, tu sais, c'est que pourquoi avoir 5 maisons, 5 mijoteuses, tu sais, pour envie d'en avoir une, tu sais.
Mais c'est aussi de mettre en commun les habiletés puis tout ce qu'on a pu gagner à travers une vie au complet. Tu sais. Fait que, j'en parlais du partage des savoir-faire tantôt. Pour moi, c'est un peu ça le commun, là, c'est de pouvoir apprendre les uns des autres parce que tout le monde devient bon dans certaines affaires. Puis c'est le fun de pouvoir apprendre les uns des autres, puis de pouvoir tirer de cette expérience-là, puis cette expertise-là, qu'on développe chacun de notre bord un peu au courant de sa vie, tu sais, de ne pas garder ça tout seul pour soi. C'est le fun de pouvoir en faire bénéficier les gens que tu aimes autour de toi, tu sais. Une autre question plus axée sur toi. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais ado? À un moment donné, je pense que j'ai voulu faire bien des affaires, mais quand je suis passé du primaire au secondaire, je disais je voulais être scientifique. Je m'imaginais qu'un sarrau puis mélanger des potions. Je voulais être scientifique quand j'étais jeune. C'était ça qui m'intéressait. Est-ce que tu te voyais vivre en communauté comme maintenant? Pas vraiment, mais j'ai toujours été quelqu'un qui voulait être avec les autres. J'ai toujours été très social. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait ça être avec mes amis puis pour qui c'était vraiment précieux le temps avec les gens que j'aimais. Mais tu sais, jeune, je pensais pas que c'était possible d'avoir tout ce qu'on a présentement. J'ai pas imaginé que ça allait arriver. Mais rapidement, quand je suis parti de chez mes parents puis j'ai eu des colocs, j'ai vraiment tripé de la vie en colocation, habiter avec mes amis, puis tu sais, avoir des gens que t'aimes près de toi pour spontanément faire des activités, faire des trucs, passer du temps ensemble, ça m'a toujours plu, tu sais. Puis initialement, quand le projet a commencé, puis que j'avais pas de famille, et les premières rencontres officielles qu'on a eues, j'avais même pas de blonde à ce moment-là, je me disais, ah, mais ça va être malade, je vais juste passer du temps avec mes amis, je vais juste avoir mes amis de l'autre bord de la porte, je vais pouvoir aller chez eux quand j'ai envie de passer du temps avec eux. C'est ça qui m'avait attiré, initialement, c'est de pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime, tu sais. Fait que jeune, je m'imaginais pas faire ça, mais je pense que si tu m'avais présenté, si j'avais pu voir que ce genre de projet-là existait, je pense que j'aurais aimé ça, jeune, avoir ça. J'ai toujours aimé ça, être près de mes amis. Tu sais. Ben écoute, s'il y a des ados qui nous écoutent en ce moment... Ça existe, ça se fait, c'est possible. Ouais. Puis, juste pour peut-être décrire un petit peu la manière dont vous habitez, vous avez vraiment chacun votre unité avec votre salle de bain, votre cuisine, vos trucs. Donc, techniquement, ça serait tout à fait possible de vivre ici puis d'être tout le temps chez soi tout seul. C'est pas ça l'objectif, évidemment, mais vous avez vraiment vos espaces. Donc, si à un moment donné, je sais pas, vous avez des enjeux personnels, vous avez comme pas envie de voir d'autres personnes, peut-être que vous êtes malade ou quoi que ce soit, vous avez votre espace, mais vous avez aussi la possibilité de passer beaucoup de temps ensemble si vous le souhaitez grâce aux espaces communs. C'est quoi ces espaces communs-là? Ben, c'est une maison qui a été bâtie pour du cohabitat. C'est une famille qui ont initialement bâti cette maison-là. Je pense qu'ils étaient initialement sur 3 générations. C'est le grand-père, les enfants, puis les petits-enfants qui ont construit ça il y a à peu près 25 ans. Puis leur idée, c'était d'habiter proche puis de pouvoir aller les uns chez les autres facilement, puis pas avoir à traverser une cour, tout ça. Fait que la maison a déjà été pensée comme ça. Nous, on a été comme un step plus loin parce que la maison est séparée en unités qui sont un peu comme des maisons en rangée avec des sous-sols. Nous, on a rendu le sous-sol de la maison commun de bord en bord. Ça fait qu'on peut traverser les uns chez les autres, mais on a aussi créé une salle de jeu pour enfants, on a créé une salle de jeu pour adultes avec une table de billard, on a une bibliothèque commune, on a une salle de cinéma commune. On a créé des espaces qu'on a pu retirer de nos espaces privés parce qu'on n'avait plus besoin de ça. C'est ça qu'on a réalisé rapidement quand on a visité cette maison-là, mais c'est ce qu'on avait en tête initialement, c'est d'avoir des espaces de vie privée un peu plus petits que ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut normalement voir. Parce que ces espaces-là, c'est le salon ou une salle de lecture ou une salle de jeu pour les enfants sont communs, puis on n'a pas besoin d'en avoir une chacun. Puis on a aussi, au rez-de-chaussée, on a une salle à manger commune qui se retrouve un peu au centre de la maison. Donc, c'est cette pièce-là qu'on utilise pour les fois où on mange ensemble. On se fait des soupers communs 2 fois par semaine. Donc, justement, pour les soupers communs, comment ça fonctionne? Il y a 2 journées par semaine. Il y a une famille qui cuisine pour tout le monde. On est comme 6 entités. Ton tour revient à peu près une fois aux 3 semaines. Le mardi, ça va être Catherine qui va cuisiner pour tout le monde. Le jeudi, ça va être Gabriel et Fanny qui vont cuisiner pour tout le monde. Puis là, ton tour revient à peu près, c'est ça, une fois aux 3 semaines.
la famille ou l'unité, la personne, tu sais, en question, on va cuisiner pour 20 personnes, puis on va tous manger ensemble la plupart du temps. Puis si cette soirée-là, il y a quelqu'un ou une famille qui ont envie d'un peu plus de tranquillité, tout ça, il n'y a pas de problème à ce qu'ils prennent leur lunch puis qu'ils aillent manger chez eux. C'est arrivé à plusieurs reprises, tu sais, des fois, le grosse journée, fatigué, ou tu as besoin d'un moment de couple, tu sais, puis tout ça, puis il y en a qui prennent leur bouffe puis qui s'en vont manger ailleurs. Puis même chose, si tu as des empêchements, cette journée-là, t'es pas là, tu as d'autres choses, mais on te garde une portion puis tu viens la récupérer le lendemain matin. Mais ça, j'imagine que pour un couple de jeunes parents comme toi et Célia, ne pas avoir à cuisiner 2 soirs par semaine, en sachant que ton tour à toi de cuisiner pour tout le monde vient seulement 1 fois ou 3 semaines, c'est précieux, là. Ah non, c'est magique, là. Je veux dire, tu fais tellement des plus petites épiceries, tu sais, puis ça prend plus de temps à cuisiner pour 20 personnes plutôt que de faire 4 portions, tu sais, mettons, mais ça prend pas 5 fois plus de temps, tu sais, ça te prend peut-être 1 fois et demie le temps que tu aurais pour cuisiner le même repas pour juste 4 personnes, mais tu sauves beaucoup, beaucoup de temps, tu sauves de l'argent parce que tu achètes souvent des affaires en plus gros, tu sais, tu vas acheter un immense paquet de pâtes plutôt qu'en acheter 4-5 petits, tu sais. Fait que on économise de l'argent, on économise du temps, puis c'est aussi des moments où on jase, on passe une soirée ensemble, puis on discute. C'est convivial. Avec la bière. Avec la bière de temps en temps, tu sais. Mais c'est une des premières choses qu'on a mis, je pense, la 2e semaine qu'on habitait ici après avoir déménagé. On a mis ça en place. On en parlait longtemps avant, mais c'est une des plus belles mécaniques qu'on a. Je pense là, c'est positif partout. T'sais. Puis on est flexible. Si cette soirée-là, ça ne te donne pas, tu as une trop grosse soirée, tu es dans le jus, puis tu disais hey, je vais décaler à demain. Ou s'il y a quelqu'un qui veut échanger avec moi cette semaine, on est super flexible, on le fait. Mais c'est vraiment gagnant-gagnant. Tu cuisines 1 fois, puis tu reçois 5 repas. Je veux dire, c'est difficile de dire que ça vaut pas la peine. T'sais. Ben oui, vraiment. Mais là, depuis le début de la conversation, on parle du projet comme si c'était une gang de jeunes trentenaires qui vivent ensemble, mais c'est pas tout à fait... Je veux dire, c'est ça, mais c'est pas que ça. On oublie quelqu'un parce que ton unité à toi et Célia, vous l'avez modifiée pour que ça devienne intergénérationnel et que ta maman vive avec vous. Exactement. C'est que ma maman s'est jointe au projet. Tu sais, j'ai jamais envisagé habiter avec elle à un moment de ma vie. Là. Je suis parti en appart, puis j'étais comme, bon, ben, ça y est, tu sais, j'ai eu mon moment de... Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu mon moment avec mes parents, puis, tu sais, on n'était pas distants ni rien, mais j'ai jamais été j'ai jamais été un adulte qui était si près de mes parents que ça, mais quand l'opportunité est arrivée, ma mère qui était comme hey, là, je suis pas en couple, puis j'entrevois ma retraite, tu sais, puis j'ai pas envie de la passer toute seule. Puis je pense que c'est quelque chose qui lui plaisait de se dire ah, je vais habiter avec une gang de jeunes, ça va me rajeunir aussi, ça va me tenir en forme, puis je vieillirai pas toute seule. Je pense que ça l'appelait. Puis moi, je suis super content, là. J'ai mon petit bébé, puis j'ai sa grand-mère. C'est ça, là, c'est comme le rêve de tout grand-parent, là, c'est d'être à quelques mètres de la maison où vit le petit bébé. Ben oui, c'est ça. Puis nous autres, c'est une paire de bras de plus. C'est quelqu'un qui est toujours partante pour la prendre puis donner un coup de main quand on a besoin. Quand Luna est née, maman nous disait le resto chez mamie est ouvert tous les soirs. C'est que elle nous cuisinait des affaires. Elle disait est-ce que je vous cuisine quelque chose ce soir? Puis tu sais, elle nous a full aidé avec la bouffe, elle nous a full aidé avec la petite aussi. Tu sais, c'est que l'avoir à côté, c'est vraiment chouette. Puis c'est une des idées à la base du projet de dire que ça prend un village pour élever un enfant, tu sais, mais d'avoir plein de perspectives, plein de figures d'autorité différentes autour des enfants. Entre la première et la 2e année où on habitait ici, les parents de Fanny ont aussi acheté la maison voisine à la nôtre, qui sont comme une espèce d'extension de notre projet. On a fait un trou dans la haie, puis les enfants ils passent à travers la haie de cèdre pour aller chez les grands-parents de Lionel puis d'Orléans. Puis ça aussi, c'est vraiment chouette. Finalement, j'imagine devenu un peu les grands-parents de tout le monde. Un petit peu, ouais. Normalement, c'est jeudi midi, ils vont chercher de la crème glacée chez Nono et Nana, c'est comme ça qu'ils appellent, tu sais. Puis des fois, c'est les mercredis aussi, puis les vendredis, puis les lundis, puis tout ça. Mais ouais, c'est un peu devenu les grands-parents de tout le monde. Ils sont super fins, ils sont très impliqués dans le projet. Une génération de plus, c'est vraiment chouette. Puis il y a même une 4e génération parce que la grand-mère de Fanny est là aussi. C'est qu'on côtoie vraiment 4 générations à l'intérieur de ce projet. C'est vraiment chouette. C'est vraiment une des richesses. On est chanceux d'avoir pu s'organiser de cette manière-là. Puis ça libère du temps pour les parents. Moi, je reviens au temps là, parce qu'on en parlait au début de notre discussion, mais vous avez une belle piscine creusée dans le jardin. Mm-hmm. Ben, les enfants qui se baignent, ça prend un adulte qui les surveille. Ben, c'est sûr que si vous étiez chacun dans votre jardin,
faudrait chaque fois qu'il y ait un adulte à l'extérieur pour surveiller 2 ou 3 enfants. Mais là, quand il y a je sais pas combien qui sont en âge d'aller nager, là, mais Plusieurs, quand il y là. en a plusieurs qui sont en train de se baigner, ben, de savoir qu'il y en a un de vous qui est dehors en train de les surveiller, ben, ça fait autant d'adultes, finalement, à l'intérieur qui peuvent faire autre chose. Exact. Puis vous avez aussi, vous avez un grand poulailler, là. Vous avez 17 poules? Ouais, 17 poules, ouais. Ouais. Ouais, on a nos œufs, on a une quinzaine d'œufs par jour, tu sais, tout ça. Puis ça, c'est une tâche. Ça, on parlait des tâches un peu qui se font naturellement. Ça, c'est une des tâches qu'on a organisées un peu plus. On s'est fait un horaire, c'est que une fois par mois, on refait l'horaire, puis on sépare la job autour des poules, là. Ça, c'est une des tâches qu'on a officialisées un peu plus, tu sais, puis on a organisé. Mais c'est une des seules, je dirais. Mais ouais, les petits œufs, c'est le fun, là. Ouais, parce que pour le reste, les choses se font de manière un peu plus informelle. Un peu plus informel. Ouais. Vous êtes ici, je le précise, là, vous n'êtes pas en condo. C'est pas une copropriété divise, c'est indivis. Exact. Tu me disais hier que ça explique peut-être le prix que vous avez réussi à obtenir pour cette maison et le fait qu'elle a été comme 1 an sur le marché. Oui. C'est ça, 5 unités, faut vouloir partager finalement en indivision la responsabilité et le poids financier de cet immeuble. Mais également, ça fait en sorte que contrairement à la copropriété divise, ça vient pas avec toutes les formalités qu'on voit dans les condos, le fonds de copropriété. Vous avez vraiment mis sur pied vos propres règles. Exact. Et vous avez différents types de budgets annuels. Tu me disais hier, comment est-ce que vous vous organisez finalement pour prévoir annuellement les différentes dépenses pour vos projets, pour aussi Oui. les imprévus? On organise une rencontre budget, des fois ça s'étend sur 2, 3, là, mais on organise un moment budget dans l'année où on détermine le montant mensuel qu'on va tous payer, c'est qu'on a un compte commun, tu sais. Puis, à chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine nos frais fixes, puis on détermine le montant mensuel qu'on est tous prêts à payer. Puis, on bâtit les projets, on organise les projets autour de ce montant-là. Fait qu'on sait qu'on a de l'argent qu'on met de côté pour le fonds d'urgence, on met de l'argent pour certains projets qu'on veut mettre sur pied, on met de l'argent pour s'organiser des soupers puis des trucs de genre-là. Là, on a des événements annuels. 4 fois par année, on se fait une fin de semaine de gang, puis là, on se fait de la grosse bouffe, puis on s'organise des activités, tout ça. Mais bref, on met sur table tout ce qu'on veut mettre sur pied, puis on détermine les montants qu'on va mettre pour chacun des projets. C'est que là, on évalue un peu les projets, un projet à la fois. Puis un truc qu'on n'a pas mentionné ensemble, mais en arrivant ici, on a créé des comités pour gérer certains secteurs. C'est qu'on a un comité finance qui gère le budget. On a un comité bâtiment qui gère toutes les rénovations, tout l'entretien de la maison. On a un comité ludique qui organise justement les fins de semaine, qui organise des activités, tout le monde ensemble, qui organise des soupers. Est-ce que toi, tu es dans le comité ludique? Moi, je suis dans le comité ludique. Tu vois, chez Chien, ça a été. Le fun, c'est le comité ludique. On a un comité garde-manger où là, on a comme une espèce d'étagère de vrac. On achète des légumineuses, de la farine, de l'avoine, plein de trucs qu'on achèterait en petits sachets. On achète des immenses sachets pour les restaurateurs. Puis on met ça à la disponibilité de tout le monde. Puis ça, on fait un budget dans l'année, puis on le prélève sur le compte conjoint qu'on a. On a un comité communication interne, qui aide un peu la communication de tout le monde, qui met en place des activités, justement. Je parlais du jeu du ballon où on pose des questions. C'est le comité communication interne un peu qui prévoit ça, qui aide à trouver des fois des formations pour s'améliorer, pour être meilleur, pour communiquer entre nous. Fait que, bref, on a un comité aussi espace commun qui aménage les espaces. Puis là, à chaque année, chaque comité se rencontre avant la rencontre budget, pitch des projets, c'est qu'organise des projets, détermine un budget potentiel, puis là, le pitch à la gang. Et que, le comité espace commun, cette année, propose d'aménager telle pièce, ça nécessiterait telle chose, ça coûterait tant. Est-ce que ça vous tente? Puis là, on évalue un peu tous les projets possibles, on détermine ceux qui sont prioritaires, qu'on veut réaliser à moyen terme, puis intéressant, mais pas pour tout de suite. Puis on hiérarchise tout ça, puis ça nous permet de déterminer avec le budget qu'on veut payer, combien est-ce qu'on paye, combien est-ce qu'on va payer par mois pour toute l'année. Puis le montant qu'on paye, ça comprend dans le fond tout. Ça comprend, comme je disais, hydro, les frais fixes, mais aussi ce qu'on décide de faire au courant de l'année en termes de projet. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise côté budget. Puis, par exemple, quelqu'un qui voit sa situation financière changer d'une année à l'autre, je sais pas, perte d'emploi, congé parental, peu importe, pourrait dire, moi, je suis prêt à payer tant par mois. Donc, peut-être
on ralentit un peu sur certains projets cette année, puis là, j'imagine que la décision se prend ensemble par Ouais, rapport à ça. exact. C'est pas arrivé encore qu'on ait des grosses disparités. Quelqu'un qui dit, moi, je veux absolument pas payer ou je veux payer vraiment pas du tout. Puis il y a du monde qui dit, moi, je suis prêt à faire sauter à la banque, tu sais, puis faire 15 projets cette année. Mais on essaie de trouver une espèce de juste milieu entre, tu sais, ce qui doit être fait. Tu sais, on détermine ce qu'on n'a pas le choix de faire parce que si on attend, ça devient pire puis ça coûterait plus cher. Puis ce qu'on aimerait faire, puis ce qu'on pourrait faire. Puis des fois, tu sais, on a des longues discussions, on a des fois des discussions ardues sur est-ce qu'on fait cette dépense-là ou on la fait pas. Puis là, on fait plusieurs tours de table, puis là, chacun présente son point de vue, puis tu sais, puis on essaie au final de trouver un compromis. Tu sais, le compromis, c'est vraiment... j'en ai pas parlé tantôt quand tu m'as parlé de 3 valeurs, mais ici, c'est une des valeurs qui est nécessaire, je pense, pour ce genre de projet-là. Je parle du compromis au sens positif du terme, tu sais, au sens de pas nécessairement se limiter, mais plutôt, tu sais, accepter un peu de se compromettre, tu sais, d'aller vers où tu irais pas nécessairement, puis d'accepter quelque chose que, à première vue, tu n'accepterais pas parce que ça ne devient pas nécessairement directement, mais justement d'écouter les autres. Faire preuve d'ouverture. Faire preuve d'ouverture, exactement, tu sais. Ouais. Mais que le compromis, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui est vraiment important pour nous. Tu sais, qu'on n'a pas le choix d'oublier quand on a des discussions de ce genre-là, budget, mais toutes les discussions qu'on a. Tout ce que tu m'as nommé, il y a tellement d'avantages à cohabiter de cette manière-là que finalement, les compromis en valent la peine. Ouais, c'est comme ça que j'en parle toujours. C'est vrai que les rencontres de budget qui durent 3 jours, là, ou qu'on fait sur 3 rencontres différentes, on n'a pas vraiment ça dans un couple. Tu sais, ces petits moments-là où, tu sais, qui nous prennent un petit peu plus de temps, ils sont tellement grandement balancés par tous les bons côtés de ce projet-là, puis par le temps qu'on sauve, puis le fun qu'on a, puis l'aide qu'on reçoit, puis le support qu'on peut avoir dans différentes situations. Tu sais, que ça c'est vraiment un grain de sable dans l'océan. Là. C'est vraiment pas grand-chose pour moi. C'est ce petit plus d'énergie ou d'effort qui te demande, tu sais, de ce genre de rencontre-là. Là. Ben écoute, François, on arrive à mes questions de la fin. Est-ce que tu sens aujourd'hui que tu es aligné avec tes valeurs? Ouais, plus que jamais, j'ai l'impression. Plus que jamais. On a parlé un peu des raisons pourquoi ce projet-là existait, mais pour moi, il y avait beaucoup d'enjeux, des raisons environnementales, de limiter sa consommation, limiter le nombre d'objets, tout ça. Puis j'ai l'impression que ce projet-là, parce qu'on est capable de partager autant d'éléments, tu sais, vraiment, nous aligne vraiment dans cette direction-là. Je pense que je pourrais l'être encore plus. Il y a encore plusieurs pas à faire pour être parfaitement aligné, mais je dirais que je le suis plus que je l'ai jamais été. C'est quoi ta plus grande fierté? Ben, juste le fait d'avoir pu mettre sur pied ce projet-là, je dirais que ça l'est pas mal. C'est facile, je pense, de se dire « Ah, j'ai envie de faire ça. » Depuis qu'on a parti le projet, on a entendu tellement de monde autour de nous dire « Ah, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours rêvé de le faire. » Mais je pense que d'avoir worked through it puis de l'avoir vraiment fait, ça me rend vraiment fier. Tu sais, il y a eu un moment où on se rencontrait tous les dimanches pendant la pandémie en Zoom, tu sais, pour essayer de faire avancer nos réflexions, pour dénouer certains nœuds qu'on avait. Puis c'était pas tout le temps le fun. Ça ne nous tentait pas tout le temps, là, le dimanche soir à 7 heures, d'aller sur Zoom pour aller jaser de division de budget, puis comment est-ce qu'on paierait l'hypothèque, tu sais, puis tout ça. Mais je veux dire, là, on est là, puis il n'y a pas une journée où je me pince pas en me disant ça n'a pas de sens qu'on ait réussi à faire atterrir ce projet-là. Tu sais, c'est tellement le fun. On habite avec les gens qu'on aime. Il y a tellement d'avantages, il y a tellement de partage. Tu sais, c'est que, ouais, il n'y a pas grand-chose qui me rend aussi fier que d'avoir réussi à faire atterrir ce projet-là, puis de le vivre à tous les jours, tu sais. Fait que, ouais, c'est... Ça te donne envie, honnêtement. J'espère. Puis pour ma dernière question, qu'est-ce que tu aimerais dire à celles, à ceux qui nous écoutent, qui entendent peut-être parler des communs pour la première fois? Ben, j'ai envie de dire que ça se fait, ça existe, puis ça se peut. Tu sais. Je pense qu'on imagine toujours, quand on pense à mettre en commun, on imagine toujours les difficultés, les enjeux, les défis qui vont se présenter à cette idée-là. Tu sais. C'est beaucoup plus simple de faire les affaires tout seul, de ne pas avoir à choisir entre vouloir A ou vouloir B, mais quand tu rentres d'autres gens là-dedans, c'est plus difficile. Le C, D, E, F, J se rajoute. Tu sais. Mais je pense que on est un peu la preuve que c'est possible de le faire, puis que ça demande la volonté, ça demande de prendre le temps, ça demande de réfléchir à son affaire, mais je pense que ça se fait. Puis
une fois que c'est là, les avantages sont vraiment grands. Tu sais. Je pense qu'on est fort quand on est ensemble. Puis ce genre de projet-là nous le rappelle, puis nous le met d'en face un peu à tous les jours. Ça vaut la peine un peu de travailler puis de foncer à travers ce que ça peut vouloir dire de partir un projet comme ça. Là. Donc, pour les gens qui nous écoutent, allez-y, écoutez votre intuition, lancez-vous. Vraiment. Merci énormément, François. C'était tout pour mes questions. Merci, c'est vraiment super apprécié. Merci à toi, Stella. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.